Le lendemain, dimanche 13 octobre, 10h30. Je vis avec Roland et j'ai perdu mes plumes chatoyantes. Je suis devenue grise, dépourvue de flamboyance, puisque je ne parviens pas à distraire mon compagnon, à l'entraîner tant bien que mal vers des conversations ouvertes sur le monde, tout en prenant soin d'assurer l'aspect pratique de la vie. Je suis incapable de maintenir à flot les deux pans de l'existence, le matériel et l'immatériel, alors j'abandonne la flamboyance. J'écrivais dans l'un de mes derniers textes que j'étais probablement différente de Manou, la mère de Roland. Je croyais pouvoir prendre la main de Roland et l'entraîner vers de riants paysages, c'est faux. Je trébuche sur des écueils matériels, je me limite donc au visible et au concret. Mon ramage a disparu. J'ai vécu ainsi la journée d'hier, j'ai agi comme je le devais. Nous avons déjeuné, parce que se nourrir est indispensable. Je me suis alors souvenu, pendant le repas, que notre après-midi serait consacré à Betty. Marc et Delphine terminaient le déménagement de leur appartement du cours de Valbois. J'étais en retard. Je devais encore ranger la maison, après le dîner familial impromptu et lumineux de la veille. Notre repas fut donc rapidement expédié. J'ai expliqué à Roland la raison de cette célérité. J'ai rangé, Betty est arrivée, je me suis occupée d'elle tout l'après-midi. J'ai le sentiment d'être plus à l'aise que Roland pour distraire un bébé de 7 mois. Je la divertis facilement. Roland pouvait ainsi disposer à son gré de sa liberté. Je l'ai amusé dans sa poussette, que Delphine avait descendue. Cette fois-ci, j'ai lancé des balles aux 2 chiens. Elle observait cette joyeuse agitation avec une extrême attention. Je sautillais devant elle, je lui souriais, et dans le même temps, j'écoutais un livre, tout en n'y comprenant rien, mais je gardais ainsi la ferme illusion de voyager en littérature. Je passais de la métaphysique des tubes à gagner la guerre. Note en bas de page, romans respectivement d'Amélie Nothomb et de Jean-Philippe Jaworski. Reprise, je passais de la métaphysique des tubes à gagner la guerre, lue par des voix humaines, par des acteurs en l'occurrence qui avaient prêté leur interprétation au site commercial de livres audio proposé par Amazon. J'ai tenté une incursion en lecture automatique vers Une corne d'abondance, l'un des romans de Barbara Pym. Le sens du texte m'échappait complètement, mais je croyais écouter. J'ai passé l'après-midi ainsi. Betty n'a dormi qu'une petite 40aine de minutes. J'ai d'abord hésité le soir à regarder la télévision avec Roland, puis me suis décidée à le lui proposer, non pas en raison d'avenantes plumes flamboyantes qui auraient par bonheur de nouveau habillé mon apparence, mais pour ne pas trop nous éloigner de notre mode de vie habituel. Je n'avais pas envie de l'inquiéter. Il affecte de ne pas remarquer mon éloignement. Je suis pourtant convaincue qu'il en a parfaitement conscience. J'ai proposé une soirée télévisuelle. Nous avons regardé Les Belles Figures de l'Histoire, une émission de 20 minutes sur CNews qui avait pour thème la vie de Maria Goretti. J'ai ensuite regardé, pour rester avec lui, des documentaires dépourvus d'approche artistique, plats et neutres du point de vue formel, mais qui, au niveau du fond, présentent évidemment toujours un intérêt. Je n'étais pas enthousiaste. Quant à Roland, il était probablement assez indifférent, puisque seules les conditions matérielles suscitent en général des commentaires spontanés de sa part. L'ennui a cependant fini par avoir raison de moi. J'ai momentanément abandonné ma tiède position de retrait et me suis laissé aller à proposer un film de Jim Jarmusch. Je n'avais vu dans le passé qu'un seul de ces longs métrages, intitulé Patterson. L'histoire élégante et envoûtante d'un chauffeur de bus au fin fond d'une petite ville des États-Unis qui écrivait des poèmes et survivait moralement grâce à sa pratique artistique. Deadman, le film dont je disposais dans mes enregistrements, datait de 1995. Il affichait les 4 étoiles maximales dans mon journal du câble. Et les critiques des spectateurs d'Allociné étaient bonnes.
J'ai supposé que Roland pourrait apprécier. Nous avons regardé le début. J'aimais ce western, tourné en noir et blanc, décalé, original et poétique. Mais Roland ne semblait pas passionné. Il s'ennuyait très probablement. J'aurais, pour ma part, préféré, tout comme lui, être dans mon lit. Il a fini par s'endormir et j'ai fini en conséquence par dire « Oh, je crois que je suis un peu fatiguée, je pense aller dormir. » Je n'ai pas dit que lui-même, plus que moi, était visiblement menacé par le sommeil, puisqu'il m'aurait en ce cas répondu que point du tout, qu'il se sentait bien et qu'il pouvait sans problème continuer à regarder le film. Il perçoit ma réserve en ce moment et n'a aucune intention d'étouffer mes quelques velléités de divertissement si rarement exprimées ces derniers temps. Il a été d'accord pour gagner la chambre et ce fut à cet instant que l'esprit malin, qui s'était récemment joué de moi, a repris du service et a soufflé sur nous l'une de ses mauvaises brises. Le drame matériel a de nouveau frappé. Roland avait lavé ses chemises dans la journée et les avait suspendues dans l'ex-chambre de Marc. Elles étaient sèches et occupaient depuis plusieurs heures l'espace de la chambre où est installé le petit lit de Betty, lorsque je les avais décrochées et déposées sur le bureau de Roland, à charge pour lui de les ranger quand il le souhaiterait. Le fait était anodin. La paix régnait dans la maison. Mais l'esprit malin est soudain sorti de sa léthargie. Lorsque Roland s'est mis en quête, avant d'aller se coucher, de ses chemises récemment lavées. Nous avons cherché dans tous les endroits possibles. Elles avaient disparu. Roland a été ravagé par la colère. Je me suis abîmée dans les pleurs, sans le lui montrer. J'ai sangloté, allongée dans le noir. Mais je devais ranger. Je suis alors sortie de mon abri où j'avais pleuré, bien dissimulé. Je me suis ensuite couchée. Je lui ai demandé pardon d'avoir encore manqué aux obligations matérielles. Je l'ai assuré de mes futurs efforts. Il était calme. La bourrasque était passée. J'ai écrit ce texte ce matin pour rapporter ce nouvel accrochage. Je ne sais pas combien de temps. Je vais garder mon terne plumage. Mais pour l'instant, il me faut bien admettre que je ne suis pas vraiment plus douée que Manou pour guider mon mari vers de plaisants pâturages, alors que je me permettais, au début du mois d'octobre, d'affirmer fièrement l'épouse que j'étais, plus aimante à l'évidence que ma belle-mère. J'ai revêtu ma couverture grise, épaisse, de grande taille, bien ajustée, bien arrimée. Elle ne glissera pas de sitôt. 15 jours plus tard, le dimanche 27 octobre, à 16h30. Aujourd'hui, nous gardons Tixel, le chien de Marc et Delphine. J'écris cette lettre assise à une table de café. Place Dauménil. Les 2 chiens sont attachés à mes pieds. Roland. Ce matin, après notre retour de la messe, j'ai sorti Caporal et Tixel. Ils doivent assouvir leurs besoins naturels, manifestent un bonheur inégalé dès qu'ils s'apprêtent à prendre l'air, et j'ai commis, pour mon plus grand malheur, une fois de plus, une détestable maladresse. Mais j'ai agi, du moins. Tu n'as pas proposé de sortir les animaux. Les contrariétés que je t'inflige sont toujours différentes. J'essaie, dans la mesure du possible, après t'avoir déplu, d'éviter ensuite de réitérer les mêmes impairs. Je tenais Tixel en laisse dans le jardin de la copropriété, tu insistes pour que je pratique ainsi afin qu'il n'effraie personne. Il ne manque en effet pas de courir comme un bolide et d'aboyer comme un fou dès qu'on lui accorde la moindre liberté en ce modeste espace gazonné. Une fois passé le portail, je l'ai lâché quelques minutes. Tixel est un grand cocker, athlétique et joyeux, et je lui accordai ainsi la possibilité de s'offrir un intense moment de jubilation en poussant une pointe de galop sur le trottoir. Mais aurais-je pu anticiper qu'il se précipiterait vers l'autre porte du jardin, qu'il l'ouvrirait d'une puissante poussée aussi précise que déterminée, et renouerait avec son habitude passionnée dès lors qu'il pose une patte dans le jardin, consistant à effectuer de multiples tours de pelouse à vitesse accélérée,
tout en aboyant à plein poumon afin de manifester sa joie. J'ai eu tort. Je n'avais pas imaginé l'initiative de ce chien doté de neurones exceptionnels, ni par conséquent ta colère qui s'ensuivrait, provoquée par les perturbations sonores de cet étonnant cocker. Quant à Caporal, je l'avais porté dans mes bras jusqu'au moment où nous avons où nous avons atteint le trottoir. Son arthrose lui impose de ne pas marcher trop longtemps. D'une part, notre caniche nain ne fait peur à personne. D'autre part, il était dans mes bras tant que nous étions dans le jardin. Voilà pourquoi je m'étais abstenue d'utiliser sa laisse. Bien mal m'en a pris. Tu n'as pas supporté les aboiements de Tixelles, ajoutés à ce que tu considères comme une intolérable imprudence de ma part, menaçant la vie de Caporal. Ce chien, aimant et discipliné, ne s'éloigne pourtant jamais de moi. Il n'en demeure pas moins que, selon toi, un chien dépourvu de laisse est destiné à périr sous les roues d'une voiture. Dès mon retour à la maison, j'ai découvert que la fureur, intense, rentrée et haineuse, t'avait submergé. En raison des aboiements de Tixelles et de l'incommensurable danger que j'avais fait courir à Caporal. Pixel m'a joué un mauvais tour. Il est vrai que ce chien est réellement très particulier. Il est vrai qu'il ne peut, de plus, s'empêcher d'aboyer sur notre palier du 2e étage lorsque nous attendons l'ascenseur, ce que bien sûr il n'avait pas manqué de faire ce matin avant notre sympathique promenade précédant notre plaisant déjeuner dominical. Nous ne pouvons descendre par l'escalier de service en raison de l'arthrose de Caporal. Nous attendons donc parfois de longues minutes sur le palier devant notre porte. Tixelles se déchaîne immanquablement de joie et d'excitation pendant que tu fulmines. À l'affût, chez nous, dans l'entrée, ne comprenant pas comment nous pouvons nous livrer à de tels débordements dans notre immeuble cossu et bien pensant. Tu m'assures qu'avec toi, Tixelles demeure silencieux. J'avoue que je suis de mon côté incapable d'atteindre un tel résultat. Je crois que la vie avec ce chien, doté d'une incroyable énergie et d'une intelligence hors pair, est trop compliquée pour moi. Sais-tu, Roland, combien je suis fragile en ce moment? Tu es exaspéré par des contrariétés matérielles, un bip qui a disparu, des chemises et des cartes vitales qui font de même, ou un chien qui aboie. Tu me diras que tes réactions témoignent d'une saine normalité. Je ne suis pas d'accord. Tu respectes un sévère régime alimentaire nécessaire pour ta santé, que tu dois impérativement poursuivre. Tu affirmes que ton comportement n'en est absolument pas altéré. Tu te trompes. Tu ne mesures pas ce que devient la vie en ta compagnie. En cette période d'austérité, du côté du whisky, d'un bon petit demi, d'un engageant spritz ou d'un quelconque autre avenant vert de Bourgogne ou de Bordeaux, en cette période de sobriété concernant les quantités de nourriture que tu t'autorises à absorber, tu t'efforces, je l'avoue, de demeurer gentil et agréable, mais tu ne disposes plus d'aucun expédient pratique et efficace pour supporter les contrariétés. Tu te contrôles, mais tout agacement, matériel, cela va sans dire, provoque chez toi un bouleversement sismique. Tu ne mesures pas la haine que je perçois soudain, dirigée contre moi. Ne sommes-nous pas dans une impasse? Je finirai par émerger de cette tristesse qui a suivi notre mésaventure au retour de la messe. Mais un autre accrochage interviendra. Une fois de plus, je te déplairai. Je nous sens piégés. Quand la fureur te submerge, je m'effondre dans un puits de tristesse. Mon âme souffre. Elle se déchire et pleure à larmes débordantes car je m'éloigne de toi. Tu restes seul. Et cette solitude que je t'impose me lacère le cœur. Je t'assène du malheur et de la souffrance. J'aimerais tant que nous réussissions à nous rapprocher. Soyons vigilants, s'il te plaît. Veillons à ne pas nous blesser inconsidérément. Un mois plus tard, mercredi 27 novembre, 18h30, dans l'église Sainte-Mère de Dieu.
J'étais rentrée à la nuit tombée ce dimanche soir, il y a juste 1 mois maintenant. Je n'avais pas donné ma lettre à Roland. J'étais triste et je craignais, en lui dévoilant cette analyse sans détour de notre gêne, tout en demeurant aussi affligée, de n'ajouter au fond que du mal au mal. J'avais l'intention, si plus tard la brise de la légèreté daignait souffler de nouveau sur moi, de lui dire alors l'importance de chaque heure, de chaque minute vécue ensemble. Il nous revenait de nous efforcer d'en prendre soin. 2 jours plus tard, le mardi soir, aux alentours de 18h, j'ai senti le baume de la joie et donc de ma tendresse pour lui se répandre de nouveau en moi. L'embellie s'était manifestée, puis s'était installée, progressant millimètre par millimètre, lorsque j'étais allée à l'église, ce mardi, en fin d'après-midi. J'étais entrée, le cœur encore emprisonné par la tristesse, et là, le regard tourné vers l'autel, j'avais laissé faire. Je m'étais remise à plus grand que moi, et la vie, enfin, s'était ranimée. J'avais alors retrouvé Roland. Il avait pris connaissance d'une autre lettre, équivalente, que j'avais écrite après m'être enfin libérée du sombre piège où j'étais retenue depuis des semaines. Je lui disais qu'en ces périodes difficiles, l'amour entre nous devenait pauvre et chétif. Il n'était qu'un petit animal fragile et précieux qui méritait notre attention. Nous risquions de l'affoler par négligence et qu'il se blottisse au fin fond d'un terrier labyrinthique, sans plus de désir de revoir un jour la lumière. J'avais retrouvé mon équilibre. Les jours sont ensuite passés, sans plus me blesser, après la longue et insistante tempête qui nous avait bousculés. Nous sommes revenus hier de Kerbian, où nous avons passé presque 2 semaines, pour fermer correctement la maisonnette avant l'hiver. Nous étions partis trop vite en septembre dernier, distraits par une chaleur accueillante qui nous attirait dehors. Nous n'avions pas pris le temps de trouver des places judicieuses et adéquates pour les objets pliants, une grande table ronde, des chaises longues, ou des objets non pliants, tels des grands coffres de rangement qui s'étaient accumulés pendant l'été dans notre jardinet. Nous les avions, avant notre départ, rapidement rapatriés à l'intérieur. Ils encombraient le salon. Si les garçons avaient voulu nous emprunter les clés, ils n'auraient même pas pu passer quelques jours dans l'inhospitalier Capharnaüm qu'était devenue notre maisonnette. Notre acquisition immobilière de bord de mer était récente. Nous venions de vivre notre 2e été dans ce mignon appartement en rez-de-jardin d'une 60aine de mètres carrés où l'espace est strictement compté. Nous n'avions pas encore réfléchi à la question d'un rangement hivernal optimal. Nous avions profité au début du mois de septembre des heures encore douces et ensoleillées prodiguées par la clémente région du Morbihan sans opérer un grand nettoyage d'automne. Nous n'avions pas inventorié les différentes réserves alimentaires, durables ou non, qui demeuraient dans les placards de la cuisine. Nous avons donc consacré notre temps à ces indispensables tâches matérielles. Roland et moi avons tranquillement cheminé, sans rencontrer la moindre occasion de trébucher. La route fut calme et plaisante. La bonne fortune météorologique nous a même accordé de belles journées ensoleillées. Nous sommes revenus hier, par l'autobus jusqu'à la gare d'Auray où nous avons pris le train. Le réfrigérateur était évidemment vide à notre arrivée. Nous sommes allés dîner au restaurant et aujourd'hui, alors que nous renouons avec notre vie parisienne, les chiens hargneux de la mésentente se sont une fois de plus déchaînés. La discorde sévit de nouveau, qui dispense à foison ses coups et ses blessures, qui ravage
sans ménagement, le paysage alentour. Me revoici en conséquence aujourd'hui encore dans l'église. Avec mon cahier, dont j'emplis méthodiquement les pages. Je n'avais plus depuis 1 mois été déchirée par des mouvements de colère de Roland. Je n'avais plus souffert d'une infinie tristesse. Je ne m'étais plus retrouvée prostrée, contrainte d'attendre qu'une forme de grâce intervienne pour que mon accablement s'évanouisse, pour que disparaisse la boue saumâtre emplissant mon cœur. L'inaction s'impose alors à moi. J'ai le sentiment en ce cas que seule la prière est en mesure de m'aider. Je suis assise sur l'un des derniers bancs de l'église, près de la porte latérale nord, qui me permet d'entrer en toute discrétion avec mon petit chien. Je me recueille. Mais la méthode n'est pas infaillible. Ce serait trop facile. Le train de notre vie quotidienne a déraillé tout à l'heure. Quelques minutes avant le déjeuner. Pou 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 pou. Quelques minutes avant le déjeuner. Roland s'étend, une fois de plus et sans avertissement préalable, précipité dans l'un de ces énervements incompréhensibles. Le gâchis est d'autant plus immense que notre journée d'hier a été, comme par contraste ou pour souligner l'ampleur de la déroute, parfaite et ronde, idéale, précieuse, lumineuse. Nous avions attendu le car aux alentours de 13h devant l'arrêt de l'office de tourisme. La franche clarté du soleil nous donnait l'illusion d'une belle journée d'été. Le car, fait notable et exceptionnel, était arrivé précisément à l'heure prévue. Nous y sommes montés et avons bavardé, détendus et sans doute plutôt fiers de notre efficacité de ces derniers jours. Nous avions atteint, aisément et sans déplaisir, nos objectifs en matière d'intendance. Nous ne savions pas à l'origine si nous parviendrions à rendre notre maisonnette plaisante et agréable avec tous les objets destinés au jardin qui devaient être stockés au mieux dans un espace réduit. Nous avions formé une bonne équipe de ménage méritante et performante. À travers la vitre du car, la plage du Mendu entre Kerbillan et la pointe Wilson, déserte en cette saison, offrait à la vue la silhouette de l'île du Stahu, découverte à marée basse. Le pont de la Trinité dominait les centaines de bateaux sagement amarrés avant les sorties du week-end. Des restaurants écaillés, ouverts toute l'année près des champs ostréicoles sur la rivière du Crac, alignaient leurs abris de bois et leurs bancs rustiques pour accueillir les futurs clients. Roland et moi connaissions chaque coin de route. Complices et amusés, nous enchaînions nos commentaires au fil des lieux dits que nous apercevions. Et hier soir, au restaurant Caspar, place de Moncey, les vagues de bonheur ont continué à déployer leurs tranquilles rouleaux sur une paisible plage de sable. Dans ce restaurant, très fréquenté et sympathique, connu pour ses savoureuses pièces de bœuf, je le regardais, sans parler, et je l'aimais, tout entier. Nous étions heureux. J'aimais son air, son style et son allure, son visage et son expression sérieuse, concentrée et silencieuse comme à son habitude. Roland nous gâche la vie. Il connaît pourtant l'effet qu'ont sur moi ces violents emportements, peu extériorisés, mais que je ressens d'autant plus intensément. Il sait qu'alors notre vie ensemble s'étiole. L'origine de mon effondrement, qui date de quelques heures, et que le lecteur doit vraisemblablement en toute légitimité désirer connaître, fut celle-ci. Roland et moi nous apprêtions en fin de matinée à passer à table, quand il se mit soudain en quête de ses chaussons. Il ne les trouvait pas. L'affaire était d'une importance si gravissime qu'il décida bien évidemment de ne pas abandonner sa quête. Son existence était probablement en jeu. Il a insisté, il s'est braqué, il s'est fâché, il les a ensuite retrouvés.
Le mal était fait, désolation et tristesse m'avaient envahi. Je regrette ma fragilité. Mais tels sont les faits. Il est maintenant bientôt 18 heures et j'écris dans le fond de l'église ces tristes paragraphes. J'attends que l'ombre se dissipe. 6 jours plus tard, mardi 3 décembre, 9h30, dans l'ex-chambre de Simon. Roland s'est laissé aller, mercredi dernier, à sa négligence destructrice. Il a probablement perçu, plus ou moins consciemment, le courant d'eau glacée qui nous a éloignés. « Tu vas bien ?» m'a-t-il demandé le lendemain, dans la matinée, alors que nous vaquions, comme à notre habitude, chacun de notre côté dans la maison. Il me pose de temps à autre cette question, par courtoisie pour passer le temps, pour ajouter un peu de lien entre nous. Mais celle-ci, ce matin-là, avait réellement du sens. Il soupçonnait ma peine de la veille. Sa question n'était pas de pure forme. Je n'ai pas eu envie de lui répondre la vérité par une discrète allusion du genre bien non, en fait, pas tout à fait bien. Il m'aurait demandé la raison de mon malaise et j'aurais dû lui parler des chaussons et il aurait d'un revers de la main balayé mon explication objectivement négligeable et donc bien évidemment peu recevable. Il aurait considéré que mon malaise était disproportionné, mais surtout, tenter de lui exprimer à ce moment-là mon désarroi ne m'aurait pas aidé. J'ai répondu de façon banale et conciliante, avec un sourire de circonstance, comme il est normalement attendu quand tout va bien. La journée a suivi son cours, notre vie était lisse, mais sans la discrète flamme de la légèreté et de la joie qui m'est indispensable. Le remède du temps qui passe a ensuite graduellement dispensé ses effets bénéfiques. J'ai gravi, peu à peu, chaque jour, la colline au faîte de laquelle je retrouverai mon équilibre. Nous respections nos rites quotidiens qui structurent notre vie. L'harmonie était apparemment au rendez-vous. Je gagnais en assurance jusqu'à dimanche matin, où j'ai enfin senti au réveil que les ombres de la tristesse s'étaient enfin dissipées. 4 jours s'étaient écoulés depuis le ridicule incident des chaussons perdus. 4 jours passés ensemble, ternes et grisâtres, étaient, selon moi, loin d'être anodins. Les indicateurs témoignant de l'harmonie retrouvée étaient de nouveau tous, sans exception, en position favorable. Je m'étais senti mieux les jours précédents, et seuls 2 d'entre eux avaient persisté à souligner que l'atmosphère demeurait troublée. Tout d'abord, je n'avais pas retrouvé le matin et le soir mon comportement habituel envers Roland. Je lui disais bonjour le matin, mais sans l'embrasser. Je n'avais pas envie de m'approcher de lui. Quant au soir, nous n'allons certes pas très souvent au lit au même moment, la liberté mutuelle de mouvement étant une condition essentielle pour bien vivre ensemble. Existe-t-il en effet une seule personne sur cette terre, ayant expérimenté ne serait-ce qu'une brève période de vie commune, susceptible d'affirmer le contraire? Mais lorsqu'il nous arrive de commencer notre nuit ensemble, j'ai besoin de lui dire bonsoir tout en m'approchant de lui. A-t-il même remarqué l'un des soirs de la semaine dernière, alors que nous étions allongés, éveillés, côte à côte dans le lit, que je n'avais pas prononcé un seul mot. Je m'étais tournée en silence de mon côté. Commencer une nuit ainsi ressemble à la mort. Ce premier indicateur de notre rapprochement le matin et le soir était en berne. L'autre signe défavorable qui avait perduré concerne mon cahier. Mon humeur s'était, dès avant l'apaisement de dimanche matin, peu à peu améliorée. À table, je questionnais Roland sur les sujets d'actualité, sur ses lectures historiques, je lui racontais mes activités entreprises depuis notre dernier déjeuner, nous parlions du programme vu ensemble à la télévision la veille, mais je n'ouvrais pas mon cahier.
Ce signe défavorable persistait. Je ne lui disais rien des idées, pensées, rêveries, anecdotes qui m'avaient traversé l'esprit au cours des dernières 24 heures. Mes pérégrinations, personnelles et point du tout essentielles, l'ennuyaient peut-être. Je gardais mes remarques, impressions, fantaisies et imaginations pour moi. Elles demeuraient inexprimées. « Calme-toi, Nine, me disais-je à moi-même. C'est bien normal, bien évident, chacun le sait. La fusion n'existe pas. Je ne vais pas insister, ni ajouter de la communication à notre lien actuel, qui lui suffit, à l'évidence. J'aime pourtant ce désir, illusoire très probablement, de fusion. Il me motive quand j'écris sur mon cahier dans le but de parler à Roland. Il me rend heureuse quand nous passons à table. Je m'éveillais dimanche matin, le beau temps était enfin revenu. J'allais vers Roland, je lui dis un bonjour à ma façon, comme j'aime le faire, en m'approchant de lui. Je savais, d'ores et déjà, que j'aurais mon cahier près de moi à l'heure du déjeuner. D'un ciel uniforme et limpide. Il eût été cependant éminemment trop simple si la série de mes aventures s'était ainsi achevée. Mon lecteur pourra-t-il imaginer qu'un écueil, en cette journée apaisée, a cependant failli entraver notre route? Roland et moi avons eu le malheur dans l'après-midi de découvrir que les clés de l'appartement de Marc n'étaient plus à leur place. L'irritation de Roland atteignit immédiatement de vertigineux sommets. Il contint cependant l'explosion de sa colère. Conscient, je le suppose, de mon récent abattement, il s'est contrôlé, je ne me suis pas effondrée, mais la tempête grondait. L'absence de cette clé préoccupait Roland, l'écueil était à fleur d'eau. À peine Marc ouvrait-il la porte, le soir pour notre dîner dominical, que je me précipitai vers lui. Savait-il par hasard où donc était cette clé? Le récif disparut. Alors, comme par magie, au fin fond des abysses, « C'est moi, maman », m'a-t-il répondu. « Je l'ai empruntée, je vous la rends bientôt. » Je me suis empressée d'annoncer la nouvelle à Roland. Le péril était passé. J'en viens maintenant à la journée d'hier, qui fut, le contraire eût été étonnant, elle aussi, le temps de tous les dangers. Mais j'ai senti cette fois-ci que ma capacité de résistance était atteinte. J'ai cru abandonner la partie. La coupe était pleine. La matinée s'écoulait. Tranquille, égale à elle-même. Lorsque Roland prétendit que j'avais perdu l'une de ses ordonnances d'ophtalmologie. Je la lui avais empruntée, mais la lui avais rendue. Non, m'assura-t-il, elle n'est pas dans mes affaires. Il ne fulminait pas, il restait calme. Le risque d'effondrement de mon côté ne lui était pas totalement inconnu, mais c'était moi qui ne supportais plus de vivre ce genre de situation. J'avais tenu la barre la veille, pour une histoire de clé momentanément hors de vue. J'allais maintenant quitter le navire. Je serais incapable d'accompagner Roland au restaurant. Cette sortie était au programme, Tania, la dame de ménage, était dans la cuisine, il n'était pas facile de préparer le déjeuner, et nos réserves alimentaires étaient notoirement réduites après le dîner de dimanche. Je resterais dans la chambre de Simon. Roland ferait comme il l'entendrait. Je n'irais pas davantage avec lui dans l'un des magnifiques amphithéâtres de la Sorbonne pour assister à notre cours d'histoire du lundi. Mon intention était de disparaître à ses yeux. C'était terminé lorsque la bourrasque s'apaisa soudain, tout aussi brutalement qu'elle s'était levée. Roland avait retrouvé le document qu'il avait en réalité rangé avec soin, craignant, je le suppose, l'une de mes interventions intempestives à l'origine, selon lui, de mystérieuses disparitions. Avait-il seulement perçu ma détresse intérieure? Je me suis rétablie, avec l'impression d'avoir frôlé un grand danger. Ce matin, je suis encore debout, stable sur mes deux jambes. Mon bouleversement d'hier fut si intense que je perçois désormais un avenir différent. Roland pourra de nouveau fulminer et s'agiter aussi violemment qu'il le souhaitera. Il me semble que je resterai désormais impériale. Ce fut trop pénible.
je ne connaîtrai plus de tels débordements de désespoir. Je l'espère, car j'aimerais réellement ne plus remettre sur le métier le récit de ces anecdotes répétitives et redondantes, au risque, le cas contraire, d'ennuyer mon lecteur, un péril pour le coup que je souhaiterais éviter, à toute force et à tout prix.